L'alarme incendie s'est déclenchée, encore. La 3e fois ce mois-ci. J'étais dans ma cuisine en train de préparer le petit déjeuner pour Léa avant qu'elle parte au collège. 7h12 du matin. Je venais de terminer ma garde de nuit aux urgences du CHU de Toulouse. 16 heures à courir entre les lits, à tenir des mains, à annoncer des nouvelles qu'on ne veut jamais annoncer. Mes pieds me faisaient mal, mes yeux brûlaient. Je rêvais de mon lit. Et cette alarme stridente qui hurlait dans le couloir. J'ai posé ma tasse de café sur le comptoir. J'ai fermé les yeux une seconde. J'ai respiré profondément. Puis j'ai ouvert la porte de mon appartement. Et elle était là. Madame Perrin, 63 ans, 1,58 m de mauvaise foi concentrée, debout au milieu du couloir, cigarette à la main, comme si elle était dans son salon. La fumée montait vers le détecteur en volute grise et paresseuse. Le couloir était saturé. Cette odeur âcre de tabac froid mélangée à du tabac frais. Ça me prenait à la gorge avant même de faire un pas. Elle m'a regardé avec cet air qu'elle avait toujours, ce mélange de défi et d'indifférence absolue, comme si j'étais un insecte légèrement agaçant. Cette fois, je n'ai rien dit. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai ouvert l'application appareil photo. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Son expression a changé, juste une fraction de seconde. Une ombre d'inquiétude a traversé ses yeux. Puis elle s'est ressaisie. Elle m'a dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Ce n'était même pas une question, c'était une accusation. J'ai continué à filmer. L'alarme hurlait toujours. La fumée continuait de monter. Mon téléphone captait tout. L'horodatage dans le coin de l'écran. 7h14, le 15 novembre 2023. Elle a tiré une dernière bouffée de sa cigarette, lentement, délibérément, en me regardant droit dans les yeux. Puis elle a écrasé le mégot par terre, dans notre couloir commun, sur le carrelage que nous payons tous pour entretenir. Elle m'a dit « Vous n'avez aucun droit de me filmer ». J'ai rangé mon téléphone. Je lui ai dit « Ce couloir est un espace commun. Vous n'avez aucune expectative de vie privée ici. Et vous venez de violer le règlement de copropriété pour la 127e fois. » Oui, je comptais. J'avais un tableau Excel. Elle a ricané, ce petit rire méprisant qu'elle avait. Elle m'a dit « Allez vous plaindre à qui vous voulez, personne ne fera rien. » Elle avait tort. Cette vidéo allait devenir la pièce numéro 47 de mon dossier. Et ce dossier allait lui coûter son appartement. Si vous avez déjà vécu une situation similaire avec un voisin qui vous pourrit la vie, restez jusqu'au bout de cette histoire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce que ce qui va suivre, c'est comment une infirmière épuisée a utilisé chaque outil légal à sa disposition pour protéger sa fille. Je m'appelle Sandrine, j'ai 41 ans. Je suis infirmière aux urgences depuis 17 ans. J'ai vu des choses que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Des accidents de voiture, des overdoses, des crises cardiaques, des fins de vie. Et j'ai vu ce que le tabac fait aux poumons. Vous savez, quand vous travaillez aux urgences, vous développez une sorte de détachement. C'est nécessaire pour survivre. Mais il y a des choses qui vous marquent plus que d'autres. Les poumons d'un fumeur de longue durée, c'est quelque chose que vous n'oubliez pas. Cette couleur grise, cette texture, les radios qui montrent des masses là où il devrait y avoir du vide, les patients qui suffoquent, qui cherchent leur air, qui vous regardent avec des yeux terrifiés parce qu'ils réalisent enfin ce qu'ils se sont fait à eux-mêmes. Je vis dans un petit immeuble du quartier Saint-Cyprien, à Toulouse, rive gauche de la Garonne. C'est un quartier que j'aime, vivant, populaire, des marchés le dimanche matin, des bars sympas, des voisins qui se disent bonjour. Enfin, c'était comme ça avant. Notre immeuble date des années 60. 3 étages, 6 appartements, pas d'ascenseur, un couloir étroit à chaque niveau qui dessert 2 appartements. Pas de ventilation. Les fenêtres donnent sur la cour intérieure, mais elles sont souvent fermées parce qu'elles grincent et que le syndic refuse de les faire réparer. J'habite au 2e étage avec ma fille Léa. Elle a 14 ans, elle est en 3e au collège Michelet. Elle veut devenir vétérinaire, elle adore les animaux. Elle a un hamster qui s'appelle Cacahuète et un poisson rouge qui s'appelle Professeur Bulle. Elle a aussi de l'asthme, diagnostiqué quand elle avait 6 ans. Asthme allergique modéré à sévère, sensible à la poussière, aux acariens, au pollen et à la fumée de cigarette. On gère. Elle a son traitement de fond, sa ventoline toujours dans son sac. On fait attention à l'environnement, pas de tapis, housse anti-acarien sur le matelas, purificateur d'air dans sa chambre. Pendant des années, tout allait bien. Quelques crises par an, rien de grave. La vie normale d'une ado asthmatique bien suivie. Et puis, Madame Perrin est arrivée. C'était en mars 2023. L'appartement en face du mien était vide depuis 2 mois. L'ancien locataire, Monsieur Duval, était parti en maison de retraite. Un homme charmant, 82 ans. Il me donnait des bonbons pour Léa et me racontait des histoires de la guerre. Le propriétaire de l'appartement a mis du temps à trouver un nouveau locataire. Le marché locatif à Toulouse est tendu, mais cet appartement est petit, 40 mètres carrés, sombre, vue sur la cour intérieure.
Madame Perrin a emménagé le 12 mars. Je m'en souviens parce que c'était le jour de l'anniversaire de ma mère. J'étais au téléphone avec elle quand j'ai entendu du bruit dans le couloir. Des meubles qu'on traîne, des voix, le balai habituel d'un déménagement. Je suis sortie pour dire bonjour. C'est ce qu'on fait, c'est la politesse de base. Elle était là, dans le couloir, en train de diriger les déménageurs. Une femme mince, cheveux gris, coupés courts, un visage fermé, des yeux qui ne sourient pas même quand la bouche fait semblant. Je me suis présentée, je lui ai souhaité la bienvenue, je lui ai proposé de l'aide si elle avait besoin de quoi que ce soit. Elle m'a à peine regardée. Elle m'a dit merci, c'est bon. J'aurais dû comprendre à ce moment-là, cette froideur, cette façon de vous congédier sans même vous regarder. Mais je suis optimiste par nature. Je me suis dit qu'elle était fatiguée, que le stress du déménagement, que ça irait mieux une fois installée. La première cigarette dans le couloir, c'était 3 jours plus tard. Je rentrais du travail. Il était 6 heures du matin. J'avais fait une nuit aux urgences. Une nuit difficile. Un accident de scooter. Un jeune de 19 ans. On n'avait pas pu le sauver. J'étais vidée, physiquement, émotionnellement. Je ne pensais qu'à une chose, mon lit, ma couette, le silence. J'ai ouvert la porte de l'immeuble, j'ai monté les escaliers et à mi-chemin du 2e étage, j'ai senti cette odeur, le tabac. J'ai continué à monter et je l'ai vue, Madame Perrin, debout devant sa porte, une cigarette à la main. Elle fumait dans notre couloir commun. J'étais tellement surprise que je n'ai rien dit sur le moment. Je l'ai juste saluée d'un signe de tête et je suis entrée chez moi. À l'intérieur, l'odeur m'avait suivie, légère mais présente. Elle s'était infiltrée sous ma porte, dans mon entrée, dans mon salon. Je me suis dit que c'était exceptionnel, qu'elle avait peut-être eu une urgence, qu'elle ne recommencerait pas. Elle a recommencé le lendemain, et le surlendemain, et tous les jours qui ont suivi. Est-ce que quelqu'un d'autre a vécu ça ? Un voisin qui fait quelque chose de tellement absurde, de tellement antisocial, que vous n'arrivez pas à croire que c'est réel ? Dites-le moi dans les commentaires, je veux savoir que je ne suis pas la seule. Au début, j'ai essayé la diplomatie. C'est ce qu'on fait, non ? On est des adultes civilisés, on vit en société, on règle les problèmes par le dialogue. Une semaine après son emménagement, je suis allée frapper à sa porte. C'était un samedi après-midi. Léa était chez son père pour le week-end. J'avais préparé ce que j'allais dire. Poli, raisonnable, pas accusateur. Elle a ouvert. Elle portait un peignoir. Une cigarette pendait à ses lèvres. Je lui ai dit « Bonjour Madame Perrin, je voulais vous parler de quelque chose. J'ai remarqué que vous fumiez dans le couloir. Je comprends que c'est pratique, mais le problème, c'est que la fumée entre dans mon appartement et ma fille a de l'asthme. Est-ce qu'il serait possible de fumer à l'extérieur ou sur votre balcon ?» Elle m'a regardée comme si je lui avais demandé de marcher sur les mains. Elle m'a dit « Il fait froid dehors. » J'ai dit « Oui, je comprends, mais ma fille a vraiment des problèmes respiratoires et la fumée de cigarette peut déclencher des crises. » Elle a haussé les épaules. Elle m'a dit « Ce n'est pas mon problème. Donnez-lui un inhalateur. » Elle m'a fermé la porte au nez. Je suis restée plantée là pendant peut-être 30 secondes, incapable de bouger, incapable de croire ce qui venait de se passer. Cette femme venait de me dire que la santé de ma fille n'était pas son problème. Je suis rentrée chez moi. J'ai fermé la porte, je me suis assise sur le canapé et j'ai pleuré. Pas longtemps, peut-être 5 minutes. Puis je me suis ressaisie. Je me suis dit, d'accord, elle ne veut pas être raisonnable. Il y a d'autres moyens. J'ai cherché le règlement de copropriété. Ce document qu'on vous donne quand vous achetez ou louez un appartement et que personne ne lit jamais. Je l'avais rangé quelque part, dans un tiroir, sous des papiers. Je l'ai trouvé. J'ai cherché la section sur les parties communes. Article 15, alinéa 3. Il est interdit de fumer dans les parties communes de l'immeuble. Couloir, escalier, hall d'entrée et local poubelle. C'était écrit noir sur blanc. Le lendemain, j'ai contacté le syndic de copropriété. Notre syndic, c'est un petit cabinet qui gère une dizaine d'immeubles dans le quartier, cabinet Martel y associé. Je les avais rencontrés une fois lors d'une assemblée générale, 2 ans auparavant. Des gens corrects. Pas très réactifs, mais corrects. J'ai envoyé un email. J'ai expliqué la situation, j'ai cité l'article du règlement. J'ai demandé qu'ils interviennent. La réponse est arrivée 3 jours plus tard. Un email type. Ils allaient envoyer un courrier de rappel à la règle Madame Perrin. Une semaine plus tard, j'ai croisé Madame Perrin dans le couloir. Elle fumait, toujours. Je lui ai demandé si elle avait reçu le courrier du syndic. Elle m'a souri. Ce sourire froid. Elle m'a dit oui, je l'ai reçu. Je l'ai jeté à la poubelle. Elle a tiré sur sa cigarette. Puis elle m'a soufflé la fumée en plein visage. Je me suis sentie physiquement violée. Cette fumée chaude et âcre qui envahit vos narines, votre bouche, vos poumons, l'odeur qui s'accroche à vos cheveux, à vos vêtements. Elle m'a dit « Qu'est-ce que vous allez faire ?» Cette phrase,
Je l'ai entendue tellement de fois dans les mois qui ont suivi. Qu'est-ce que vous allez faire ? Comme si elle me défiait, comme si elle savait qu'elle était intouchable. Les semaines ont passé. Elle fumait dans le couloir plusieurs fois par jour. Le matin, l'après-midi, le soir, parfois la nuit quand je rentrais de garde. L'odeur était devenue permanente. Elle imprégnait tout. Les murs, la moquette, l'air. Léa a commencé à tousser. D'abord juste un peu, une toux sèche le soir avant de dormir. Je me suis dit que c'était un rhume, que ça passerait. Ça n'est pas passé. Une nuit, 3 semaines après l'arrivée de Madame Perrin, je me suis réveillée en sursaut. Il était 2 heures du matin. J'entendais un bruit étrange, un sifflement, aigu, régulier. J'ai mis quelques secondes à comprendre ce que c'était. Léa, qui respirait. Je me suis précipitée dans sa chambre. Elle était assise dans son lit, les épaules voûtées, la bouche ouverte, le visage pâle. Elle cherchait son air. Chaque inspiration était un combat. Chaque expiration était un sifflement. Une crise d'asthme, sévère. J'ai attrapé sa ventoline sur la table de nuit. J'ai préparé le dispositif d'inhalation. Je lui ai dit de respirer lentement, calmement, aussi profondément qu'elle pouvait. Les minutes les plus longues de ma vie. Finalement, le médicament a fait effet. Sa respiration s'est calmée. Les sifflements ont diminué. La couleur est revenue sur ses joues. Elle m'a regardée avec ses grands yeux marrons. Elle m'a dit « Maman, ça fait peur ». Je l'ai serrée contre moi. Je lui dis que tout allait bien, que je la protégeais, que ça n'arriverait plus. Mais je savais que c'était un mensonge. Tant que Madame Perrin continuerait à fumer dans le couloir, tant que cette fumée continuerait à s'infiltrer dans notre appartement, ma fille serait en danger. Si cette histoire vous met en colère rien qu'en l'écoutant, cliquez sur le pouce bleu, parce que ce n'était que le début. J'ai pris rendez-vous avec le médecin de Léa. Le docteur Bertrand. Elle la suit depuis qu'elle a 6 ans. Une femme compétente, directe, pas du genre à minimiser. Je lui ai expliqué la situation. La nouvelle voisine, la fumée, la crise nocturne, elle a ausculté Léa. Elle a fait des tests, elle m'a regardée avec un air grave. Elle m'a dit « L'asthme de Léa s'est aggravé. L'exposition chronique à la fumée de tabac est un facteur déclenchant majeur. Si ça continue, on risque des crises plus sévères, potentiellement des hospitalisations. » Elle a ajouté « Vous devez éliminer cette source de fumée de son environnement. » Je lui ai dit que j'essayais, que la voisine refusait de coopérer, que le syndic n'avait pas de pouvoir coercitif. Elle m'a dit « Documentez tout, chaque incident, chaque crise, chaque symptôme. Si vous devez aller en justice, il vous faudra des preuves. » C'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai acheté un carnet, un petit cahier bleu à spirale. J'ai commencé à noter la date, l'heure, la durée, les symptômes de Léa, les incidents avec Madame Perrin. 15 avril 2023, 8h10. Madame Perrin fume dans le couloir. Odeur perceptible dans l'appartement. Léa tousse au petit déjeuner. 16 avril 2023, 19h30. Madame Perrin fume dans le couloir. Je lui demande d'arrêter. Elle m'ignore. 18 avril 2023, 23h15. Madame Perrin fume dans le couloir. Je rentre de garde. L'odeur est si forte que j'ai mal à la tête. Léa a des difficultés à s'endormir. Et ainsi de suite, jour après jour, semaine après semaine. J'ai commencé à prendre des photos, des vidéos, des mégots par terre, des traces de cendres sur le carrelage, la fumée visible dans le couloir quand j'ouvrais ma porte. J'ai acheté un petit appareil pour mesurer la qualité de l'air, un capteur de particules fines. Je le posais près de ma porte d'entrée. Les résultats étaient consternants. Aux heures où Madame Perrin fumait, le taux de particules PM2.5 explosait, parfois 10 fois la norme recommandée par l'OMS. J'ai parlé aux autres voisins. Notre immeuble compte 6 appartements. Au rez-de-chaussée, il y a Monsieur et Madame Chen, un couple de retraités qui tiennent un petit restaurant asiatique dans le quartier. Au premier étage, côté cour, il y a Thomas, un ingénieur informatique d'une 30aine d'années qui travaille en télétravail. Côté rue, c'est Fatima, une aide-soignante que je croise parfois à l'hôpital. Au deuxième étage, moi et Madame Perrin. Au troisième, côté cour, l'appartement est vacant depuis 1 an. Côté rue, c'est Sophie, une institutrice à la retraite qui vit avec ses 3 chats. Tout le monde se plaignait de la fumée. Monsieur Chen m'a dit que sa femme avait des migraines depuis l'arrivée de Madame Perrin. Thomas m'a dit que l'odeur montait jusque chez lui par la cage d'escalier et qu'il n'osait plus ouvrir ses fenêtres. Fatima m'a dit qu'elle avait essayé de parler à Madame Perrin et qu'elle s'est fait insulter. Sophie m'a dit que ses chats refusaient de sortir dans le couloir depuis des semaines. On a tous envoyé des plaintes au syndic, individuellement, collectivement.
Les réponses étaient toujours les mêmes. Le syndic avait envoyé des courriers, Madame Perrin n'avait pas répondu. Le syndic ne pouvait pas faire plus sans décision de l'Assemblée générale. La prochaine Assemblée générale était prévue pour juin, 3 mois plus tard. 3 mois de fumée, 3 mois de tout, 3 mois de nuits interrompues. Et Madame Perrin qui fumait de plus en plus, comme si elle nous narguait, comme si notre résistance l'amusait. Un jour, j'ai mis une affiche dans le couloir, une simple feuille de papier. Défense de fumée dans les parties communes. Règlement de copropriété, article 15. Le lendemain matin, l'affiche était en morceaux par terre, déchirée, piétinée. J'en ai mis une autre. Elle a subi le même sort. Une troisième, même résultat. J'ai installé une petite caméra dans le couloir, une caméra Wi-Fi que j'avais achetée sur Internet. Rien d'extravagant, juste pour avoir des preuves. 3 jours plus tard, la caméra avait disparu. J'ai confronté Madame Perrin. Je lui ai demandé si elle avait pris ma caméra. Elle m'a rionné. Elle m'a dit « Quelle caméra ?» J'ai failli perdre mon calme ce jour-là. J'ai senti la rage monter en moi, cette envie de crier, de frapper, de faire quelque chose de stupide. Je ne l'ai pas fait, parce que je savais que c'était exactement ce qu'elle voulait, me pousser à bout, me faire perdre le contrôle, pour pouvoir dire que j'étais la folle de l'immeuble. Je suis rentrée chez moi. J'ai fermé la porte, j'ai respiré profondément. Puis j'ai commencé à planifier vraiment. Qu'auriez-vous fait à ma place? Est-ce que vous auriez craqué? Partagez vos réflexions en commentaire, je suis curieuse de savoir. Le 1er mai 2023, Léa était partie en voyage scolaire pour 1 semaine, classe verte dans les Pyrénées. J'étais contente pour elle, l'air de la montagne lui ferait du bien. Et moi, j'avais 1 semaine pour préparer ma contre-attaque. J'ai commencé par consulter un avocat, Maître Delmas, un cabinet rue Alsace-Lorraine en plein centre de Toulouse, spécialisé en droit immobilier et conflits de voisinage. Son bureau était au 3e étage d'un immeuble haussmannien. Des boiseries au mur, des étagères pleines de codes juridiques, une odeur de vieux papier et de café. Il m'a écouté pendant 45 minutes. J'avais apporté mon dossier, mon carnet de notes, mes photos, mes vidéos, les rapports médicaux de Léa, les courriers du syndic. Il a feuilleté tout ça en silence. Puis il m'a regardé. Il m'a dit « Vous avez un dossier solide ». Il m'a expliqué les options. La mise en demeure, la plainte auprès de la police pour nuisance, la plainte pour mise en danger de la vie d'autrui si l'asthme de ma fille s'aggravait, l'action civile devant le tribunal judiciaire pour obtenir des dommages et intérêts, la demande d'expulsion via le syndic si elle continuait à violer le règlement. Il m'a dit « Le problème, c'est que tout ça prend du temps, des mois, parfois des années. Et pendant ce temps, elle continue de fumer. » Je lui ai dit que j'étais prête à me battre aussi longtemps qu'il faudrait. Il a souri. Il m'a dit « C'est ce que je voulais entendre ». On a commencé par la mise en demeure, une lettre recommandée avec accusé de réception, rédigée par Maître Delmas sur papier à en-tête, citant les articles du règlement de copropriété, citant les articles du Code civil sur les troubles anormaux du voisinage, demandant à Madame Perrin de cesser immédiatement de fumer dans les parties communes, sous peine de poursuite judiciaire. La lettre est partie le 4 mai. L'accusé de réception est revenu le 8 mai. Madame Perrin a fumé dans le couloir le 9 mai à 7h du matin. Je l'ai photographiée depuis l'entrebâillement de ma porte. Le 10 mai, j'ai déposé une main courante au commissariat de police du quartier Saint-Cyprien. J'ai expliqué la situation. L'agent m'a écouté poliment. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose pour le moment, mais que la main courante serait dans le système si j'avais besoin de prouver un historique de conflit. Le 12 mai, j'ai contacté un huissier de justice, Maître Bonnard, rue des Filatiers. Je lui ai demandé de venir faire un constat de la situation dans le couloir. Il est venu le 15 mai à 8h du matin. Un homme méthodique en costume gris avec un appareil photo professionnel et un dictaphone. Je lui avais dit que Madame Perrin fumait généralement vers cette heure-là. Et effectivement, comme prévu, elle était là, dans le couloir, cigarette à la main. L'huissier a tout documenté, les photos, les mesures, l'état des murs, les mégots par terre, l'odeur qu'il a décrite comme forte et persistante dans son rapport. Madame Perrin l'a vu, elle m'a vu, avec lui. Elle n'a rien dit, mais j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux, une lueur d'inquiétude. Peut-être qu'elle commençait à comprendre que ce n'était plus un jeu. Le constat d'huissier m'a coûté 350 €, de l'argent que je n'avais pas vraiment, mais c'était un investissement. Léa est revenue de son voyage scolaire le 8 mai. Elle avait les joues roses, elle respirait bien, elle était heureuse. 48 heures après son retour, elle a fait une crise d'asthme. L'appartement empesta la tabac froid.
Madame Perrin avait fumé plusieurs fois par jour pendant l'absence de Léa. L'odeur s'était incrustée dans les tissus, les rideaux, le canapé, même avec les fenêtres ouvertes, impossible de l'éliminer. J'ai passé la nuit à côté de Léa, à surveiller sa respiration, à lui donner sa ventoline toutes les 4 heures. Le lendemain, je suis allée voir Madame Perrin. J'ai frappé à sa porte. Elle a ouvert. Elle avait une cigarette à la main. Évidemment, je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai dit. Je me souviens d'avoir parlé fort, de lui avoir dit que ma fille avait failli être hospitalisée, que c'était de sa faute, que j'allais la traîner en justice, que j'allais faire de sa vie un enfer. Elle m'a regardée avec ce calme glacial qu'elle avait toujours. Elle m'a dit « Vous êtes hystérique, vous avez besoin de consulter ». Puis, elle m'a fermé la porte au nez. Encore une fois, j'ai pleuré dans le couloir, de rage, de frustration, d'impuissance. Thomas, le voisin du premier, est sorti de chez lui. Il m'a trouvé là, en larmes, devant la porte de Madame Perrin. Il m'a dit « Venez, entrez, je vais vous faire un café ». On a parlé pendant 1 heure dans son petit appartement encombré d'écrans d'ordinateur et de câbles. Il m'a dit qu'il me soutiendrait, qu'il témoignerait si j'allais en justice, qu'il en avait assez lui aussi. Il m'a dit quelque chose qui m'a frappée. Il m'a dit, vous savez, des gens comme elle, ils comptent sur notre civilité. Ils comptent sur le fait qu'on ne va pas faire d'histoire, qu'on va absorber leur comportement pour éviter le conflit. Mais parfois, le conflit est nécessaire. Il avait raison. À tous ceux qui vivent actuellement des problèmes de voisinage, vous n'êtes pas seuls. Et parfois, il faut se battre. L'Assemblée générale de copropriété a eu lieu le 15 juin 2023, dans la salle de réunion de la mairie de quartier, rue du Pont-Saint-Pierre. On était tous là, les Chênes, Thomas, Fatima, Sophie avec son châle à motif de chat et moi. Madame Perrin n'est pas venue. Elle avait envoyé un pouvoir à personne, ce qui revenait à dire qu'elle s'en fichait. Le syndic, Monsieur Martel, a présenté l'ordre du jour. Budget, travaux, questions diverses. J'avais demandé à ajouter un point à l'ordre du jour, le problème du tabagisme dans les parties communes. Quand on est arrivé à ce point, j'ai pris la parole. J'ai raconté tout. Les cigarettes dans le couloir, les refus de Madame Perrin, l'asthme de ma fille, les crises, les rapports médicaux, le constat d'huissier, les photos, les vidéos. J'ai montré le tableau Excel. 178 incidents documentés en 3 mois. Les autres copropriétaires ont pris la parole. Monsieur Chêne a parlé des migraines de sa femme. Thomas a parlé de l'odeur qui envahissait son appartement. Fatima a raconté comment Madame Perrin l'avait insultée. Sophie a dit que ses chats refusaient de sortir dans le couloir. Le vote a été unanime, 5 voix contre 0. Madame Perrin étant absente et n'ayant pas donné de pouvoir, elle ne comptait pas. Le syndic a été mandaté pour engager une procédure judiciaire contre Madame Perrin. Les frais seraient couverts par le budget de la copropriété, avec possibilité de les récupérer auprès d'elle si on gagnait. C'était une victoire. Petite, mais une victoire. La mise en demeure officielle de la copropriété est partie le 20 juin. Lettre recommandée avec accusé de réception. Rédigée par l'avocat du syndic. Madame Perrin a reçu la lettre le 23 juin. Le 24 juin, elle fumait dans le couloir. Le 25 juin, elle fumait dans le couloir. Le 26 juin, elle fumait dans le couloir. Elle n'avait pas compris. Ou alors, elle se fichait complètement des conséquences. Juillet est arrivé, les grandes vacances. Léa est partie chez son père pour 3 semaines. Toulouse se vidait. La chaleur était écrasante. Et moi, je continuais à documenter, à photographier, à noter. Le 14 juillet, vers minuit, Léa m'a attelée depuis chez son père. Elle pleurait. Elle me disait qu'elle ne voulait pas rentrer, qu'elle avait peur de refaire des crises, qu'elle ne supportait plus cette odeur de cigarette dans l'appartement. Ma fille de 14 ans avait peur de rentrer chez elle. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'allais me battre jusqu'au but, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Si vous pensez que j'ai bien fait, faites-le moi savoir avec un like. Le 28 juillet 2023, il faisait 38 degrés à Toulouse, une chaleur poisseuse, suffocante. Les ventilateurs tournaient à plein régime dans tout l'immeuble. Léa était toujours chez son père, encore une semaine avant son retour. J'étais en congé, 2 semaines de repos bien méritées après des mois de gardes épuisantes. Ce soir-là, vers 22h, je suis sortie de mon appartement pour jeter les poubelles. Le couloir était plongé dans une semi-obscurité. La minuterie était en panne depuis des jours. Et là, j'ai vu quelque chose. Une lueur orange. Dans le noir.
Madame Perrin, assise sur une chaise pliante, au milieu du couloir, en train de fumer. Elle avait installé une chaise dans notre couloir commun, comme si c'était son salon. Je me suis arrêtée net, incapable de bouger. Elle m'a vue. Elle a tiré sur sa cigarette. La lueur a illuminé son visage un instant. Elle souriait. Elle m'a dit « Il fait trop chaud dans mon appartement. Ici, c'est plus frais. » J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas ma volonté, ma patience. Je lui ai dit « Vous savez quoi ? Je ne vais même pas vous parler. Je vais juste documenter ça et l'ajouter au dossier. » J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris une photo. Le flash a illuminé le couloir. Elle a levé la main pour se protéger les yeux. Elle m'a dit « Vous n'avez pas le droit. » Je lui ai dit « C'est une partie commune, j'ai tous les droits. » Je suis remontée chez moi. J'ai envoyé la photo à Maître Delmas. J'ai ajouté une note dans mon carnet. Incident numéro 203. Le lendemain, j'ai fait installer des caméras de surveillance dans le couloir. Officiellement pour la sécurité de l'immeuble. Le syndic a donné son accord, les autres copropriétaires aussi. Cette fois, les caméras étaient fixées au mur, en hauteur, impossible à voler ou à vandaliser. Madame Perrin a protesté. Elle a dit que c'était une atteinte à sa vie privée. Elle a menacé de porter plainte. Maître Delmas m'a rassuré. Les parties communes d'un immeuble ne sont pas des espaces privés. La surveillance vidéo y est autorisée avec l'accord de la copropriété. Les caméras ont tout enregistré. Chaque cigarette, chaque mégot jeté par terre, chaque regard de défi vers l'objectif. Madame Perrin ne fumait plus seulement, elle performait, comme si elle voulait qu'on la voie, comme si elle voulait prouver qu'elle était au-dessus des règles. Août est passé. Léa est rentrée de chez son père. J'avais fait installer un purificateur d'air industriel dans l'appartement. J'avais calfeutré la porte avec des joints en mousse. J'avais fait tout ce que je pouvais pour protéger mes poumons et ceux de ma fille. Ce n'a pas suffi. Le 3 septembre, à 3 heures du matin, je me suis réveillée en sursaut. Ce son, ce sifflement, la respiration de Léa. Je me suis précipitée dans sa chambre. Elle était assise dans son lit, les lèvres bleues, la poitrine qui se soulevait à peine. Une crise d'asthme sévère, la pire que j'avais jamais vue. J'ai appelé le SAMU, le 15. Ma voix tremblait tellement que j'ai dû répéter l'adresse 3 fois. Ils sont arrivés en 12 minutes, les plus longues minutes de ma vie. Les ambulanciers ont monté les escaliers en courant. Ils sont entrés dans l'appartement avec leur matériel. Ils ont mis Léa sous oxygène, ils lui ont administré des bronchodilatateurs. Le couloir empestait le tabac. Madame Perrin avait fumé moins d'1 heure plus tôt. Les mégots étaient encore là, par terre, devant sa porte. Un des ambulanciers a regardé les mégots. Il a regardé le couloir enfumé, il m'a regardé. Il m'a dit « C'est quoi ce bordel ici ?» Je lui ai tout expliqué. La voisine, le tabac, l'asthme de Léa, les mois de combat. Il a secoué la tête, il m'a dit « Je vais noter ça dans le rapport. Exposition passive à la fumée de tabac comme facteur déclenchant probable. Léa a été transportée aux urgences pédiatriques. Je suis montée avec elle dans l'ambulance. Je lui tenais la main. Elle était terrifiée. Moi aussi. Elle est restée 3 jours à l'hôpital, sous surveillance, sous traitement intensif. Pendant ces 3 jours, je n'ai quasiment pas dormi. Je restais à côté de son lit, je regardais les moniteurs, j'écoutais sa respiration. J'avais peur de la perdre. Le médecin qui s'occupait d'elle m'a parlé le 2e jour, un homme jeune, sérieux, avec des cernes sous les yeux. Il m'a dit « L'asthme de votre fille est devenu sévère et instable. L'exposition répétée à la fumée de tabac a aggravé son état. Si elle continue à être exposée, les crises vont devenir plus fréquentes et plus dangereuses. » Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit « Vous devez éliminer cette source de fumée. C'est vital. » J'ai compris ce qu'il voulait dire, vital, comme dans une question de vie ou de mort. En sortant de l'hôpital, je suis passée au commissariat. J'ai déposé une plainte officielle. Pas une main courante cette fois. Une plainte, harcèlement, mise en danger de la vie d'autrui, violation du règlement de copropriété entraînant des dommages physiques. L'officier de police qui a pris ma plainte a lu le rapport d'ambulance. Il a vu le dossier médical de Léa, il a hoché la tête lentement. Il m'a dit « On va enquêter ». D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Dites-moi dans quelle région vous habitez. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, racontez-le dans les commentaires.
Les semaines suivantes ont été un tourbillon administratif et judiciaire. La police a enquêté, ils ont interrogé les voisins, ils ont visionné les enregistrements des caméras. Ils ont constaté les violations répétées du règlement de copropriété. Madame Perrin a été convoquée au commissariat. Elle y est allée avec un air de défi, m'a raconté Thomas, qui l'avait croisée dans l'escalier ce jour-là. Elle était persuadée qu'elle ne risquait rien. Elle avait tort. Le procureur a décidé de poursuivre pour harcèlement et mise en danger de la vie d'autrui. En parallèle, le syndic a engagé une procédure civile. Le tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi. Demande de dommages et intérêts, demande d'injonction d'arrêter de fumer dans les parties communes, demande d'expulsion en cas de récidive. J'ai aussi engagé une procédure en mon nom propre, avec Maître Delmas. Demande de dommages et intérêts pour les frais médicaux, pour le préjudice moral, pour l'atteinte à notre qualité de vie. Le dossier était massif, 312 incidents documentés, des centaines de photos, des dizaines de vidéos, le constat d'huissier, les rapports médicaux de Léa, le rapport d'ambulance de la nuit du 3 septembre, les témoignages écrits de tous les voisins. L'audience au tribunal judiciaire a eu lieu le 12 novembre 2023, un mardi matin pluvieux. L'automne s'était installé sur Toulouse avec ses ciels gris et ses trottoirs mouillés. Le palais de justice de Toulouse est un bâtiment imposant, en briques roses, près de la place du Salin. J'y étais déjà venue une fois pour un divorce, pas le mien, celui d'une amie qui avait besoin de soutien moral. Cette fois, c'était mon combat. On était tous là. Maître Delmas, l'avocat du syndic, un homme chauve et méthodique nommé Maître Fontaine, les voisins venus témoigner, Thomas, Fatima, Sophie avec son châle à motif de chat, Madame Perrin était là aussi, avec son avocat, un jeune homme nerveux qui semblait savoir qu'il avait une cause perdue entre les mains. La juge était une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris, lunettes rectangulaires, un visage qui ne laissait rien transparaître. L'audience a duré 3 heures. Maître Delmas a présenté notre dossier. Les photos, les vidéos, les rapports médicaux, le rapport d'ambulance, le constat d'huissier, les témoignages des voisins. Il a projeté certaines vidéos sur un écran. On voyait Madame Perrin fumer dans le couloir. On la voyait déchirer mes affiches. On la voyait souffler de la fumée vers ma porte. La juge regardait les images sans rien dire. Son visage restait impassible. L'audience a duré 3 heures. Maître Delmas a présenté notre dossier. Les photos, les vidéos, les rapports médicaux, le rapport d'ambulance, le constat d'huissier, les témoignages des voisins. Il a projeté certaines vidéos sur un écran. On voyait Madame Perrin fumer dans le couloir. On la voyait déchirer mes affiches. On la voyait souffler de la fumée vers ma porte. La juge regardait les images sans rien dire. Son visage restait impassible. L'avocat de Madame Perrin a essayé de défendre sa cliente. Il a parlé de liberté individuelle, de droit de propriété, de vie privée. La juge l'a interrompu. Elle lui a dit « Maître, votre cliente fume dans un espace commun. Elle n'a aucun droit de propriété sur le couloir et sa liberté s'arrête là où commence la santé de ses voisins. » L'avocat n'a pas trouvé quoi répondre. Puis ça a été au tour de Madame Perrin de s'exprimer. Elle s'est levée. Elle portait un tailleur gris que je ne lui avais jamais vu. Elle avait l'air presque respectable. Elle a dit que tout ça était exagéré, que j'étais hystérique, que l'asthme de ma fille n'avait rien à voir avec sa fumée, que les voisins mentaient, que c'était un complot contre elle. Elle a dit « c'est du fascisme, on me persécute parce que je fume, c'est ma liberté ». La juge l'a regardée longuement. Puis elle a dit « Madame, avez-vous lu le règlement de copropriété que vous avez signé quand vous avez loué votre appartement ?» Madame Perrin a hésité. Elle a dit « Oui, mais personne ne respecte vraiment ces trucs-là ». La juge a dit « L'article 15 interdit formellement de fumer dans les parties communes. Vous l'avez violé 312 fois en 8 mois. Vous avez mis en danger la santé d'une enfant de 14 ans. Vous pensez vraiment que c'est une question de liberté ?» Madame Perrin n'a rien répondu. Le jugement est tombé une semaine plus tard, le 19 novembre 2023. Madame Perrin a été condamnée à payer une amende de 1 000 € pour trouble anormal du voisinage. Elle a été condamnée à me verser 2 500 € de dommages et intérêts pour les frais médicaux et le préjudice moral. Elle a été condamnée à verser 500 € à chacun des autres copropriétaires plaignants. Et surtout, le tribunal a prononcé une injonction. Madame Perrin devait cesser immédiatement de fumer dans les parties communes de l'immeuble. En cas de récidive, la copropriété était autorisée à demander son expulsion immédiate. Quand Maître Delmas m'a appelé pour m'annoncer le verdict, j'étais au travail, en pleine garde aux urgences. J'ai dû m'isoler dans un coin pour ne pas pleurer devant les patients. C'était fini, on avait gagné. Si vous aimez les histoires où justice est rendue, abonnez-vous à la chaîne, parce que ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Vous pensez peut-être que Madame Perrin a appris sa leçon, qu'elle a compris, qu'elle a changé.
Non, 3 jours après le jugement, le 22 novembre 2023, un mercredi soir, j'étais dans ma cuisine en train de préparer le dîner pour Léa, des pâtes à la carbonara, sa recette préférée. Elle faisait ses devoirs dans sa chambre. J'ai senti l'odeur, cette odeur que je reconnaîtrais entre mille, le tabac, la fumée, cette présence âcre et toxique qui s'infiltrait sous ma porte. Mon cœur s'est arrêté une seconde. J'ai ouvert la porte de l'appartement. Madame Perrin était là, dans le couloir, une cigarette à la main. Elle me regardait avec un sourire de défi. Elle m'a dit « Alors, qu'est-ce que vous allez faire ?» J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application caméra, j'ai commencé à filmer. Cette fois, elle n'a pas eu l'air inquiète. Elle a tiré sur sa cigarette, lentement, délibérément, en me regardant droit dans les yeux. Elle m'a dit « Filmez tout ce que vous voulez. Personne ne va m'expulser pour une cigarette. » J'ai rangé mon téléphone, je lui ai dit « On verra. » Je suis rentrée chez moi, j'ai fermé la porte. J'ai appelé Thomas. Il est descendu immédiatement. Il a vu Madame Perrin dans le couloir. Il l'a photographiée. Il a noté l'heure exacte. Puis, on a appelé Fatima. Elle a vu, elle a photographié, elle a témoigné. Sophie est descendue aussi, avec son téléphone. Elle a filmé. En moins de 20 minutes, on avait 4 témoignages indépendants, des photos aura datées, des vidéos. Et Madame Perrin fumait toujours, comme si elle nous narguait, comme si elle était invincible. Le lendemain matin, j'ai envoyé tout ça à Maître Delmas. Il a transmis au tribunal. Il a déposé une requête en exécution de l'injonction. 3 jours plus tard, le 25 novembre, un huissier de justice s'est présenté chez Madame Perrin avec une sommation officielle. Cessation immédiate des violations sous peine d'expulsion. Elle a claqué la porte au nez de l'huissier. Le 27 novembre, elle fumait encore dans le couloir. Thomas l'a filmée. Le 29 novembre, elle fumait encore. Fatima l'a photographiée. Chaque incident était documenté, transmis au tribunal, ajouté au dossier. Le 1er décembre 2023, le tribunal a prononcé l'expulsion. Madame Perrin avait 60 jours pour quitter les lieux. Elle a fait appel. L'appel a été rejeté. En janvier, le jugement était définitif. Le 31 janvier 2024, à 9h du matin, un huissier de justice s'est présenté à l'immeuble avec 2 agents de police et une équipe de déménageurs. Madame Perrin a refusé d'ouvrir sa porte. L'huissier a fait appel à un serrurier. La porte a été ouverte. J'étais dans le couloir. Thomas aussi, Fatima, Sophie, les chaînes. On regardait. Madame Perrin était assise dans son salon, une cigarette à la main. Évidemment. Elle a dit « Vous n'avez pas le droit, c'est du harcèlement, c'est du fascisme ». L'huissier lui a montré le jugement, le titre exécutoire, l'ordre d'expulsion. Elle a dit « Je vais me plaindre au président. Je vais aller aux médias. Vous allez le regretter ». Personne n'a répondu. Les déménageurs ont commencé à vider l'appartement. Meubles, cartons, vêtements, tout a été mis dans un camion. Ces affaires seraient entreposées dans un garde-meubles jusqu'à ce qu'elles viennent les récupérer. Madame Perrin est sortie de l'appartement à 10h37. Je me souviens de l'heure exacte parce que j'ai regardé mon téléphone. Elle est passée devant moi dans le couloir. Elle s'est arrêtée, elle m'a regardée. Elle m'a dit « Vous êtes contente de vous ?» Je n'ai rien répondu. Elle m'a dit « J'espère que vous pourrirez dans cet immeuble ». Elle est partie. Le claquement de ses talons dans l'escalier. Le bruit de la porte d'entrée qui se ferme. Le silence. Ce silence magnifique, pur, immaculé. Thomas m'a regardé. Il m'a dit « C'est fini ». J'ai hoché la tête. J'avais les larmes aux yeux. C'était fini. Vous avez votre propre histoire de voisin cauchemardesque ? Racontez-la dans les commentaires. Je veux tout entendre. Ça fait maintenant 1 an que Madame Perrin est partie. 1 an de paix. 1 an de silence. 1 an de respiration. Léa va mieux, bien mieux. Son asthme s'est stabilisé. Elle n'a pas fait de crise sévère depuis son hospitalisation en septembre 2023. Le docteur Bertrand dit que l'élimination de l'exposition au tabac a fait toute la différence. Ma fille dort toute la nuit. Elle ne se réveille plus en cherchant son air. Elle ne tousse plus le matin. Elle respire. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça signifie pour une mère. Regarder son enfant respirer normalement, voir ses joues roses, l'entendre rire sans que le rire se transforme en tout. L'appartement de Madame Perrin a été reloué en mars 2024. La nouvelle locataire s'appelle Emma. Elle a 28 ans, elle est institutrice à l'école primaire du quartier. Elle ne fume pas, elle fait des cookies le dimanche, des vrais cookies américains avec des pépites de chocolat. Elle en apporte à tous les voisins. Le premier dimanche où elle a frappé à ma porte avec une assiette de cookies encore chaud, j'ai failli pleurer. Léa l'a invitée à entrer.
elles ont parlé pendant 1 heure. De l'école, des animaux, de la vie. Emma a un chat, un gros chat roux qui s'appelle Caramel. Il s'entend bien avec les 3 chats de Sophie. On les voit parfois jouer ensemble dans le couloir. Le couloir, notre couloir. Il sent bon maintenant. Sophie y a mis un petit diffuseur de lavande. Thomas a installé des plantes vertes sur le palier du premier. Les chênes ont ajouté un petit tapis devant leur porte. C'est devenu un espace agréable, un espace où on a envie de s'arrêter pour discuter, un espace où les enfants peuvent jouer, un espace où ma fille peut respirer. L'autre jour, j'ai croisé Thomas dans l'escalier. On a parlé de tout ça, de Madame Perrin, de la bataille, de la victoire. Il m'a dit « Tu sais, au début, je pensais que tu allais trop loin. Toutes ces photos, ces vidéos, ce dossier, je me disais que c'était excessif. » Il a fait une pause. Il m'a dit « J'avais tort. Si tu n'avais pas fait tout ça, elle serait encore là. On resterait encore sa fumée. Ta fille serait encore malade. » Il m'a dit « Tu nous as tous sauvés. » Je ne sais pas si « sauver » est le bon mot, mais je sais que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Parfois, protéger votre enfant signifie mener des batailles que vous n'auriez jamais choisies. Des batailles administratives, des batailles judiciaires, des batailles d'usure contre quelqu'un qui refuse de voir qu'il fait du mal. Vous ne pouvez pas compter sur les autres pour mener ces batailles à votre place. Le syndic enverra des lettres, mais il n'ira pas plus loin sans votre insistance. La police prendra votre plainte, mais elle a des dizaines d'autres affaires à traiter. Les voisins vous soutiendront, mais ils attendront que quelqu'un prenne la tête. Ce quelqu'un, c'était moi. Et si vous êtes dans une situation similaire, ce quelqu'un, c'est peut-être vous. Documentez tout, chaque incident, chaque date, chaque heure, les photos, les vidéos, les témoignages. Connaissez vos droits, lisez le règlement de copropriété, lisez le code civil, consultez un avocat si vous pouvez vous le permettre. Soyez patient, les procédures judiciaires sont lentes, exaspérantement lentes, mais elles finissent par aboutir. Ne lâchez pas. C'est peut-être le conseil le plus important. Ne lâchez pas. Même quand vous êtes épuisé, même quand vous avez envie de tout abandonner, même quand l'autre camp semble invincible. Ils ne sont pas invincibles. Ils comptent sur votre fatigue, sur votre découragement, sur le fait que vous allez finir par laisser tomber. Ne leur donnez pas cette satisfaction. Je repense parfois à ce que Madame Perrin m'a dit le jour de son expulsion. J'espère que vous pourrirez dans cet immeuble. Je ne pourris pas. Je vis, je respire, ma fille respire. Et elle, je ne sais pas où elle est, je ne veux pas savoir, ce n'est plus mon problème. Ce qui est mon problème, c'est que Léa passe son brevet cette année, c'est qu'elle veut adopter un 2e hamster, c'est qu'elle commence à regarder les garçons de sa classe avec un intérêt nouveau qui me rend à la fois fière et terrifiée. Ce sont les problèmes normaux d'une mère normale avec une fille normale, et c'est tout ce que j'ai jamais voulu. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, si elle vous a inspiré, si elle vous a donné de l'espoir, abonnez-vous à la chaîne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une situation difficile avec un voisin. Et si vous avez votre propre histoire de justice rendue, de bataille gagnée, de paix reconquise, racontez-la dans les commentaires. Je lis tout, je réponds quand je peux. À tous ceux qui se battent en ce moment, qui documentent, qui persistent, qui refusent d'abandonner, courage. La victoire est possible. Elle prend du temps, elle demande de la patience, mais elle est possible. Protégez votre famille, protégez votre santé, protégez votre paix. Et n'oubliez jamais, parfois, le plus grand acte de courage, c'est de ne pas lâcher.